bonjour à toutes et à tous. Merci de nous rejoindre pour ce nouveau LH Forum. Alors, est-ce que c'est le LH Forum? Est-ce que c'est le Positive Forum? Est-ce que c'est le LH Forum? On se posait la question. Non, en fait, vous le savez, pour ceux d'entre vous qui êtes venus plusieurs années consécutives ou séparément, ce forum, il existe depuis plusieurs années, il a évolué, il s'est transformé et aujourd'hui, c'est le Forum mondial des villes et territoires positifs. C'est ainsi qu'il s'appelle désormais. C'est comme si le cœur battant du monde positif était au Havre. Rendez-vous compte, ce n'est pas rien et vous allez vous en rendre compte pendant les 2 jours que nous allons passer ensemble. On a commencé déjà hier avec les étudiants, les lycéens, les collégiens. On va continuer avec un certain nombre d'intervenants aujourd'hui et demain à parler de territoire positif, de citoyenneté, de démocratie participative. Pour introduire ce forum, je vous demande d'applaudir chaleureusement, avec toute la chaleur et l'affection qu'elle mérite, Audrey Tcherkov, qui est directrice générale de Positive Planète et du LH Forum. Audrey, s'il vous plaît. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Alors, je suis très heureuse de vous retrouver à nouveau ici, au cœur de la capitale de l'économie positive que représente la ville du Havre et de pouvoir lancer tous ensemble ce matin cette nouvelle édition du LH Forum. Alors, cet événement, vous le savez, il vise à mettre en lumière des villes, des territoires, des entreprises qui ont fait ce pari audacieux de remettre l'humain au cœur de leur modèle. Notre objectif, notre but principal, c'est de vous donner envie du monde de demain pendant ces 2 jours. Et pour cela, j'avais envie de vous parler un petit peu ce matin de notre monde d'aujourd'hui, de ce monde qui est en pleine mutation et qui ne va pas forcément très bien. Alors, pour illustrer mon propos, je vais partager avec vous quelques chiffres que je trouve assez parlants. Nous sommes en train de vivre la 6e extinction massive de la planète. Cette fois, c'est l'homme qui en est la cause et qui a annihilé 50% de la population animale depuis 1970. Vous le savez, le rapport du GIEC est sorti cette semaine. C'est à nouveau un cri d'alarme. Peut-être même que d'ici 2048, nos océans seront complètement vides. La Terre a perdu 1/3 de ses sols fertiles au cours des 40 dernières années, épuisés par les herbicides, les pesticides et l'azote. Et selon un rapport de l'ONU sorti fin 2018, nous n'avons plus que 12 ans pour endiguer le changement climatique et l'empêcher d'atteindre une hausse de 1,5 degré sur la moyenne globale et mondiale des températures. Sinon, les conséquences seront irréversibles. Et évidemment, on n'a jamais été aussi nombreux sur la planète Terre. La population mondiale a quadruplé au cours du dernier siècle et les inégalités augmentent sans relâche depuis 40 ans. Alors voilà, le décor est planté. Ces chiffres nous donnent une photographie claire de l'économie et de notre monde tel qu'il est, et qui, ironie de l'histoire, aujourd'hui encore se pose des questions qui sont tout sauf philosophiques sur les choix stratégiques, sur les choix humains, sur les choix économiques à opérer face à ces constats. Alors notre époque, elle est complexe, oui. Elle amène à des décisions lourdes de conséquences, oui, mais elle représente aussi des opportunités extraordinaires. Et le LH Forum, il est pensé justement pour vous donner les clés pour comprendre ce monde en mutation, le déchiffrer, le challenger et peut-être même l'envie de le réinventer. J'espère sincèrement que ces 2 jours vont vous donner la volonté de vous engager parce que les chiffres que j'ai partagés avec vous à l'instant, ne sont pas une fatalité et tous ensemble, nous avons le pouvoir d'inverser le cours des choses et j'en suis convaincue. Alors, de vous engager à quoi ? Eh bien, de vous engager pour de vrai. De vous engager à faire bouger les lignes, où que vous soyez, quoi que vous fassiez. De vous engager à créer du mieux, à créer du lien. De vous engager à faire la différence. Et cette année, pendant ces 2 jours, vous allez découvrir 100 intervenants qui s'engagent. Alors évidemment, des leaders économiques, des leaders politiques, mais aussi des citoyens, des représentants d'associations, des étudiants,
qui créent, qui entreprennent, qui fédèrent, qui s'engagent sur leur territoire pour avoir un impact positif dans notre vie à tous. Et qui ne viennent pas seulement avec un discours, mais qui viennent avec des solutions, avec des propositions, avec un plan d'action. Et je crois que tout cela est tout à fait à l'image de notre hôte, de la personne qui permet à ce rendez-vous d'exister. Et je vais vous demander de l'accueillir et de l'applaudir avec moi, Monsieur Jean-Baptiste Gastine. Mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs, bienvenue au Volcan pour cette 8e édition du LH Forum. Souvenez-vous, c'était il y a 8 ans, à l'initiative d'Édouard Philippe et de Jacques Attali. Nous nous étions mis ici au Havre à réfléchir avec des grands acteurs nationaux et internationaux pour chercher une 3e voie de développement économique, une voie d'économie positive qui ne soit ni une économie libérale trop peu régulée, ni le modèle d'une économie administrée dépassée. Et nous avons cherché ensemble la voie d'un modèle de développement économique harmonieux, altruiste, respectueux des cultures, respectueux des sociétés, respectueux de l'environnement. Un modèle économique qui continue à reconnaître dans le profit le moteur du développement, mais qui cherche à donner du sens au profit et à l'utilisation qu'on en fait. Depuis l'année dernière et la 7e édition, le LH Forum a pris une nouvelle orientation qui consiste, et parce que le monde a changé depuis 8 ans, à mettre en avant et en partage les actions de terrain, les initiatives locales, d'où qu'elles viennent, des élus, des entreprises, des associations, et souvent d'ailleurs d'une coopération entre des acteurs nombreux, agissant dans leur ville, dans leurs agglomérations, dans leur région. Et c'est ce programme que l'on vous propose cette fois encore pour ces 2 journées du LH Forum. Alors, place aux maires, place aux élus des villes, des agglomérations et des régions, place aux entrepreneurs, place aux responsables d'associations et place aux jeunes qui, pour cette 8e édition, ont pris une part très active dans l'organisation et dans la participation de cet événement. Bon LH Forum à tous. Merci. Merci beaucoup, Monsieur le maire. Bien justement, nous allons démarrer avec un maire que beaucoup d'entre vous connaissent, François Baroin, qui est le président de l'Association des maires de France, et Jacques Attali, qui est le président de Positive Planète. Je leur demande de me rejoindre sur scène et je vous demande de les applaudir chaleureusement, s'il vous plaît. Jacques, on va se mettre là. Comme ça, je vous ai tous les deux. Bienvenue, messieurs. Vous avez fait la méditation, Jacques? Je l'ai fait de loin, enfin de l'autre côté, oui. Je suis très heureux d'avoir installé cette méditation depuis quelques années maintenant. Parce que je trouve que ça nous remet au cœur de ce que nous avons à faire, c'est-à-dire à penser à notre lien à l'univers et à penser à se détacher des scories anecdotiques de nos vies et du monde. Mais comme je viens depuis plusieurs années au LH Forum, je me rends compte que d'année en année, le public est de plus en plus enclin à participer à cette méditation. Et d'ailleurs, cette année, il y aura des pauses de méditation tout au long de la journée et pas seulement au début de la journée comme d'habitude. François Baroin. Ça devient une secte.
Non, 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 non. On est très ouvert. On est très, très ouvert d'esprit. François Baroin, merci d'être des nôtres. Merci d'ouvrir cette matinée d'échange avec nous. On parle avec vous deux de l'engagement des élus, comment stimuler l'engagement des élus locaux. Vous êtes le président de l'Association des maires de France. On a beaucoup parlé ces dernières semaines, évidemment avec la mort tragique d'un maire cet été, du blues des maires, qui sont nombreux à ne pas vouloir se représenter l'année prochaine, ou se présenter tout court pour ceux qui ne sont pas élus. Est-ce que c'est un épiphénomène monté en épingle par les médias, ou est-ce que c'est un phénomène de fond, selon vous ? Bonjour à toutes et à tous. Merci à Jacques de son invitation et ravi de vous retrouver. Je n'ai pas répondu à la question sur la méditation. J'ai été absolument fasciné. Et comme on était derrière avec Jacques Attali, qu'on avait le regard de cette femme magnifique sur l'écran, j'ai trouvé d'une bonté, d'une générosité. Ça fait vraiment du bien. Pour répondre à votre question, et d'une certaine manière sans transition, ce blues, ou en tout cas cette annonce d'une réduction de l'application et d'un retrait progressif de l'engagement, il n'est pas que d'actualité, c'est un mouvement en profondeur, puisque à l'Association des maires de France, nous établissons une étude au long cours sur peut-être 15 000 personnes depuis une petite quinzaine d'années, et en fait on voit l'évolution. Et ce qui est intéressant dans l'étude qui est sortie avant l'été, c'est en effet la tendance. Ce n'est pas qu'une question d'âge, vous avez des gens qui ont été élus en 2014 qui ne se représenteront pas. J'en donnerai une partie des explications, mais pas uniquement. On n'a jamais eu autant de démissions de maires adjoints et de conseillers municipaux au cours d'un mandat. Et on a évidemment une génération qui s'est levée il y a 20 ou 30 ou 40 ans, qui a demandé un espoir, qui s'est engagé et qui, ayant avancé au compteur de la vie, annonce son intention de ne pas se représenter. Les conséquences, elles sont assez simples. On a de l'ordre de 60% des gens qui annoncent ne pas vouloir se représenter. Probablement que ça va se réduire. Il y a une pression de la famille, une pression de la population, une volonté quand même d'avoir des communes qui soient dirigées. Mais on aura certainement beaucoup de communes sans maire, beaucoup de communes avec certainement des élus, mais qui risquent d'être dans un entre-deux. Et donc c'est un sujet. Le sujet, il est profond, lié à la nature de l'engagement, la difficulté de la tâche, l'exercice. Les violences faites aux maires sont un élément révélateur de la violence de la société, tout ce qui incarne l'autorité, tout ce qui incarne au fond l'exercice du vivre ensemble, et le maire est l'interlocuteur privilégié de ce coin de la rue, et qui fait que cette autorité, même lorsqu'elle est admirée, respectée, aimée, consolidée, est également contestée. Le drame du maire de Signes a été une grande épreuve pour tous les élus, et il n'a fait que son travail, ce maire. Il n'a fait que son travail. Il avait même le devoir d'y aller. Un maire, c'est un officier de police judiciaire, il a des pouvoirs de police propres, il a le devoir d'aller lorsqu'il y a une flagrance. Donc ça a évidemment interpellé beaucoup de monde. Et puis sur le plan technique, l'année 2015 a été une année de bascule pour beaucoup d'élus locaux. Ça a été la mise en place des très grandes régions, grandes comme des États, donc un sentiment de distance, d'éloignement. Ça a été la mise en place d'intercommunalités que l'on appelle XXL. Jusqu'à présent, les communes dans un bassin urbain vivaient ensemble, dans un bassin rural vivaient ensemble. La loi a imposé dans un calendrier très court de se regrouper. Donc, les élus, notamment ruraux, ont eu le sentiment de perdre un peu leur identité et se sont posé la question de savoir à quoi ils servaient. Et puis un mouvement d'éloignement vis-à-vis d'un État, il faut le dire, qui a renié les moyens, qui n'a pas bien mesuré l'impact de la gestion des dotations sur l'investissement public, sur le financement alloué aux services publics. Bref, tous ces sujets créent un état d'esprit. Mais pour autant, il faut rebondir, regarder devant. Il y a des gens qui veulent s'engager. En fait, il faut écrire l'histoire pour donner le sens de cet engagement. Des rencontres de ce type, ici au Havre, montrent bien l'utilité qu'un élu local peut avoir et peut apporter à sa population. Donc, il faut aussi se projeter sur les raisons pour lesquelles on a aussi des arguments afin de développer une nouvelle génération d'élus de proximité qui ne gagneront pas leur vie, ils ne feront pas fortune là-dedans, mais ils auront une satisfaction et un sentiment d'utilité sociale absolument extraordinaire. Oui, parce qu'il y a, pardonnez-moi, il y a des choses qui vont bien quand même, Jacques, dans l'engagement. Donc ça va être dur sur 2 jours, hein, ça commence comme ça, dans l'engagement des élus. Il y a des choses qui fonctionnent. Et on va le voir aujourd'hui et demain. Il y a des élus qui arrivent à mener des actions positives. Oui, je vais en dire un mot. D'abord, je remercie François d'avoir bien voulu venir. D'abord parce que c'est un grand homme politique qu'on ne connaît pas assez en France et qui mériterait qu'on mette un peu plus le phare sur lui et sur son action, sur sa trajectoire, et à qui je souhaite un grand avenir.
et qui, à la fois par son action dans sa ville et par son action à la tête de cette organisation, incarne véritablement ce qui fait le cœur de la démocratie française, c'est-à-dire la démocratie locale et dans sa continuité républicaine au niveau national. Son expérience nous est très utile et ce qu'il a dit est très important à l'instant, à savoir qu'en effet, il y a une inquiétude qu'on peut avoir. On voit progressivement, si on était pessimiste, le château s'effondrer. On voit les institutions internationales se discréditer, on voit les appareils d'État se défaire, on voit la classe politique nationale de moins en moins fiable et de plus en plus remise en cause. On voit toutes les légitimités de toutes les autorités, les médecins, les policiers, les avocats, les journalistes discrédités. Et une des rares qui reste encore, ce sont les autorités locales qui ont une certaine forme de stabilité. Et si elle est remise en cause, alors ça accompagnerait ce dont d'ailleurs nous parlions hier avec les étudiants, les lycéens, c'est-à-dire un mouvement égotiste où chacun se replie sur soi, où les réseaux sociaux ne sont plus qu'une façon de s'enfermer, où chacun n'est plus qu'un zombie narcissique devant des jeux vidéo plus ou moins violents. La commune, le commun et la commune, ces six beaux mots, est d'une certaine façon le dernier rempart. Il est très important qu'il réussisse, d'autant plus que l'État et la collectivité nationale n'a plus ou n'a pas encore les moyens d'une vraie action longue. Le seul qui a les moyens d'une action longue, c'est le territoire. Or, nous avons plus que jamais besoin d'une action longue. L'économie positive, c'est l'économie qui travaille dans l'intérêt des générations futures. Si on ne le fait pas au niveau du territoire, on ne le fera nulle part. Nous essayons de faire l'avocat de cette action longue. Nous développons ça tant au niveau des nations, des entreprises que des collectivités territoriales, ici sur les collectivités territoriales. Et en effet, on va voir tout au long de ces 2 jours des expériences qui pourront être ensuite échangées, généralisées, d'acteurs de collectivités territoriales qui font beaucoup de choses dans cette direction et qui sont ressentis comme ça. Et donc on ne doit pas être pessimiste, on doit être des acteurs engagés et aujourd'hui considérer que la bataille écologique, comme la bataille sociale, comme la bataille démocratique, etc., toutes ces batailles-là doivent être gagnées au niveau du territoire. C'est le seul acteur qui a du temps devant lui. C'est donc le seul qui peut prendre le risque si important en politique d'être provisoirement impopulaire. J'ai souvent dit que la différence entre un homme politique et un homme d'État, c'est qu'un homme politique n'accepte pas d'être impopulaire, tandis qu'un homme d'État prend le risque d'être provisoirement impopulaire pour agir en fonction de ce qu'il pense l'intérêt général. Et on voit cela arriver de plus en plus. On voit ce militantisme de long terme, cet intérêt pour les générations futures apparaître même, on voit apparaître ce que nous souhaitons, c'est-à-dire que les électeurs qui ne votent pas encore, c'est-à-dire les générations futures, sont dans la tête de ceux qui dirigent ou même pris en compte plus directement. C'est une vraie tenaille, François Baroin, pour l'élu, qu'il soit local ou national, cette dichotomie entre le court terme d'un mandat et de l'exigence court-termiste de l'électeur et des médias, souvent, et les intérêts du long terme et la responsabilité de l'élu à long terme. Comment on fait le choix? Est-ce qu'on fait le choix plusieurs fois par jour? Ou est-ce qu'on se fixe un cap en se disant, bon, moi je suis là pour prendre mes responsabilités à long terme et tant pis si je suis impopulaire à court terme? Je pense qu'il faut agir comme si on était gagé sur l'éternité en sachant que ça peut s'arrêter à chaque seconde. Donc il faut donner le meilleur de soi-même dans chacune des actions. La responsabilité du maire permet justement dans ce que le législateur lui a conféré comme moyen, comme application du droit et comme accompagnement de sa population, lui permet de gérer le court terme, c'est-à-dire la personne qui est en difficulté. Souvent, la porte du bureau du maire est la première que l'on ouvre lorsque l'on arrive, savoir comment se passe la ville, qu'est-ce qu'il y a à faire, où inscrire les enfants à l'école, quelle est la dynamique culturelle, comment s'inscrire dans les associations pour faire du sport. Et c'est aussi l'une des portes vers laquelle on se tourne le plus souvent lorsque l'on a un accident de la vie ou une difficulté. Ouais. Donc ce quotidien, cet accompagnement crée une relation très singulière, très particulière, très originale, très sentimentale en quelque sorte, entre le maire et son administré. L'administré est aussi un contribuable. Et c'est là où on commence à réfléchir au long terme. C'est-à-dire, quelle est la mobilisation des recettes pour financer des politiques publiques qui développent un territoire. Donc l'administré, lorsqu'il est contribuable, qui paye ou qui payait sa taxe d'habitation,
est en droit de dire je veux des services publics, tel type de service public. Ici, un club de personnes âgées, un autre, une dynamique démographique qui s'observe dans un quartier, on va créer une crèche, puis ensuite on va construire une école, et puis après on va affecter des équipements publics d'accompagnement, etc., etc. Et ensuite, le long terme, on pense toujours au long terme quand on est à la tête d'une commune. Je ne connais pas un maire qui n'imagine pas et gérer le coin de la rue du quotidien et imaginer en quelque sorte presque le bout du monde pour son village, parce qu'il pense que c'est le plus beau. Parce qu'il pense que et le Havre, si on est havrais, on pense que c'est la plus belle ville de France, et on a probablement raison, et certainement raison. Mais il y a eu des périodes d'histoire, et c'est la Après plus... Mais vous n'êtes pas à Troyes ici, alors comme je respecte ma bonne éducation, je dirais que le Havre est la plus belle ville, mais vous êtes tous les uns et les autres les bienvenus à Troyes. Justement, c'est ça aussi le charme d'un grand et vieux pays comme le nôtre, qui s'est construit autour d'une histoire. Par exemple, l'histoire de Troyes, qui est une cité médiévale avec un secteur sous-gardé, n'a rien à voir avec l'histoire du Havre, qui a été ravagée par la guerre. Et donc la période de reconstruction avec son art de modernité, vous ne le trouverez pas à Troyes. Mais l'addition des deux crée la dimension de l'identité de notre pays. Et c'est pour ça qu'un maire a cette relation particulière avec l'histoire de ceux qui l'ont précédé. Donc il a un profond respect de ceux qui étaient avant. Et il a un sens du devoir, car il a une claire conscience qu'il n'est qu'un passeur. Donc de la transmission aux générations qui suivent. Et donc, pour répondre à votre question, comment on gère le court terme et le long terme, le maire peut faire les deux. Et alors effectivement, Jacques le disait très bien, un maire accepte d'être impopulaire. C'est vrai, quand on fait des travaux, on n'a jamais trouvé le moyen de faire des travaux sans gêne. On va en parler avec Anne Hidalgo en fin de journée, je pense. Elle vient ? Elle vient en fin de journée, je pense que ça va être un des sujets. Voilà, ce sera l'un des chantiers de vos débats alors. Voilà, sur les fait chantiers, sur les peut, travaux publics, sur le fait qu'un maire intarissable, peut être impopulaire sur le court terme, effectivement, je vous ai interrompu. Entre le Havre Forum l'an dernier et celui de cette année, il y a eu évidemment la crise des Gilets jaunes, qui n'est pas terminée, dont l'anniversaire, le premier anniversaire, s'il y en a plusieurs, on ne sait pas, aura lieu là dans quelques jours. Est-ce que le maire, finalement, les maires se sont sentis dépassés par ce mouvement? Parce qu'on a la sensation que le maire, c'est l'échelon idéal pour dialoguer avec sa population et peut-être apaiser des colères comme celle-là, ou les porter, ou s'en faire le porte-parole. Et pendant les premiers mois, en tout cas, de la crise, Alain Juppé sera là aussi en fin de journée. On sait que il a été particulièrement blessé par ce qui s'est passé dans la ville de Bordeaux, et on a eu la sensation que les maires étaient démunis face à la colère de leurs administrés qui s'exprimaient. Plusieurs réflexions. La première, c'est que les maires, les élus des départements, des régions, nous portons depuis de nombreuses années au niveau national une forme de cri à l'égard de l'État sur le thème « Vous ne pouvez pas continuer à réduire nos moyens, l'argent que vous nous devez ». La fameuse question des dotations. Et les dotations, ce n'est pas les élus qui pleurent misère et qui vont aller à genoux devant un ministère en disant « Donnez-nous un peu d'argent pour compléter ». Une dotation, c'est l'argent que l'État doit aux collectivités locales à raison des impôts qu'il a supprimés. Donc c'est un devoir garanti constitutionnellement que l'État s'autorise le droit de ne pas respecter. Mais derrière, les conséquences, elles sont immenses. Parce que toute cette question de financement, ça a été moins d'investissement public. Au cours des 4 dernières années, à raison de la baisse très significative du non-respect par l'État de ses engagements vis-à-vis des collectivités locales, on a eu 28% d'investissement public en moins. 75% de l'investissement public au niveau national est porté par les collectivités locales. L'État ne fait quasiment plus rien. L'État fait 9 milliards, nous on fait 45 à 46 milliards. 10% d'investissement public dans un pays comme la France, c'est 0,2 point de croissance. Derrière, c'est les très petites entreprises, les PME, c'est le bâtiment, les travaux publics, l'artisanat, c'est tout ce tissu que l'on a au Havre, que l'on a dans toutes les villes de France qui vivent de la commande publique. C'est l'économie d'énergie et tout ce qui va aider à l'économie C'est la modernisation, c'est la réhabilitation, c'est la transformation, c'est le développement durable, c'est les nouvelles constructions, c'est l'investissement dans l'électrique. Tout ça, c'est des moyens en moins. Donc, soit l'État tient sa parole, soit c'est de l'impôt local. Or, la saturation des prélèvements obligatoires est un élément qui a été dans le débat des Gilets jaunes. Deuxième élément de réflexion, le financement des services publics. L'un des moteurs des Gilets jaunes a été cette volonté de conserver des services publics de proximité. Et puis enfin, troisième élément, ce que nous portons, c'est un rééquilibrage des territoires. Vous ne pouvez pas avoir d'un côté des très grandes régions
grandes comme des États, plus grandes que des États membres de l'Union européenne, des métropoles dont nous avons besoin. On a besoin d'un Paris fort, on a besoin d'un Grand Paris, on a besoin de 6 métropoles qui rivalisent à taille européenne. Mais ces métropoles ne peuvent pas être des aspirateurs qui récupèrent toutes les énergies de tous les territoires, tous les jeunes, tout le développement de l'enseignement supérieur, tous les clusters, tous les pôles d'excellence. Ce n'est pas possible. Et je rappelle qu'un Français sur deux vit dans une commune de moins de 10 000 habitants, un Français sur deux. Et vous avez 37% de la population française qui vit dans des communes de moins de 2500 habitants. Donc ceux que vous avez vus au début, qui n'étaient pas violents et qui étaient dans la sincérité de l'élan du mouvement de ce cri qui s'est développé autour des ronds-points dans nos villages, c'est cela. Ce sont des gens qui travaillent et qui, à un moment, se sont dit « mais je ne vais pas pouvoir partir en vacances. Évidemment, je suis obligé d'utiliser ma voiture. L'emploi est maintenant à 50, 60, 80 km, je suis obligé d'aller dans la ville, etc., etc. » Tout ça additionné, ça a été un mouvement très fort. Donc nous avons, de ce point de vue, en quelque sorte, été aux avant-postes de ce qui se passait dans nos territoires. Et les Gilets jaunes, avec la dimension sociale spectaculaire, a évidemment donné, je dirais, une ambiance dans le pays depuis maintenant un an. Quel a été le rôle des maires aux côtés de l'État, néanmoins? Le maire, il s'occupe de la tranquillité du voisinage. L'État s'occupe de l'ordre public. Nous avons basculé très vite dans un mouvement d'une très grande et d'une très rare violence. Une ville comme Troyes, par exemple, a vu et la préfecture et l'hôtel de ville être en quelque sorte assiégés. Et il a fallu beaucoup d'écoute, beaucoup de dialogue, beaucoup de disponibilité pour apaiser les choses. Ça aurait été facile pour le maire de Troyes que je suis, compte tenu aussi de mes engagements politiques, de dire attendez, je vais vous donner l'adresse du problème, je vous file son 06, vous l'appelez, vous connaissez son prénom, il s'appelle Emmanuel, vous réglez ça avec lui. Je ne l'ai pas fait. Et l'Association des maires de France, on ne l'a pas fait. Car lorsque le président de la République m'a appelé et nous a sollicité pour être à ses côtés dans l'organisation du débat, on a répondu oui et tout de suite. Pourquoi ? Parce que les maires sont à la disposition des administrés pour relayer les préoccupations. Et parce que la République étant menacée, il était un devoir d'intérêt général d'être en quelque sorte, non pas les porte-paroles du pouvoir, mais d'être en quelque sorte les intermédiaires de la République pour en quelque sorte apaiser et favoriser le débat. Donc nous avons joué pleinement notre rôle. Je pense qu'on a fait corps effectivement sous forme de bouclier avec le président de la République, non pas personnellement, mais pour les institutions. Maintenant, vous avez raison, le problème n'est pas réglé, les solutions ne sont pas encore complètement apportées, et c'est un programme au long cours. C'est pour ça qu'une conférence comme celle-ci, un forum comme celui-là, permet, je crois, aussi de faire évoluer les mentalités autour de ce besoin de décentralisation. Je l'imagine que vous en parlerez tout au long de la journée. Un État qui, dans les années 60, n'avait pas de dette, pouvait se permettre de dire, au nom de l'équité républicaine à la française, je vais corriger les handicaps. Un État qui, 40 ans plus tard, est à plus de 2200 milliards de dettes et qui a des déficits structurels, par ce même discours, amplifie les handicaps naturels. Il faut donc une ambition de nouvel élan de liberté locale, et ça, c'est un combat qu'on porte. Jacques, comment on retisse les liens abîmés entre la population? On va parler tout à l'heure de démocratie participative et des maires et des élus qui sont engagés. C'est long. D'abord, c'est la prise de conscience. Et la crise des Gilets jaunes a été un exemple paroxystique. Qu'il y a au moins deux objectifs apparemment contradictoires, c'est celui de la justice sociale et celui de la protection de l'environnement. Pour la protection de l'environnement, il fallait monter ses impôts. Pour la justice sociale, il ne fallait pas. Et ce que nous appelons l'économie positive, c'est justement une économie qui tente de rendre conciliables des objectifs contradictoires, celui de la justice sociale et celui de l'environnement. Et je pense que c'est un grand enjeu aujourd'hui que de créer les conditions de cette évolution. Ça passe par des progrès techniques. Il y a énormément de progrès techniques qui vont permettre de réduire l'impact climatique des actions des hommes sans avoir à être trop lourd d'un point de vue social. Ça passe par des infrastructures nouvelles. Ça passe par l'application des meilleures pratiques telles qu'on va les voir dans les jours qui viennent. Et ça passe évidemment avant tout par du dialogue social, la prise de conscience, l'élaboration en commun des projets, de faire ensemble pas seulement de la méditation mais aussi de la discussion, de la réflexion et d'élaborer des projets longs et de retrouver la confiance en soi qui passe aussi par la fierté du lieu. Si on veut qu'un lieu se développe d'une façon positive, il faut le respecter. Une des choses que j'ai le plus regretté dans le mouvement des Gilets jaunes, qui avait des dimensions très positives, c'est le saccage.
comment peut-on vouloir améliorer une situation en commençant par détruire? Et donc créer les conditions d'un respect des lieux pour créer les conditions de leur amélioration, c'est absolument fondamental. Et c'est ça, je crois, qu'il faut reconstruire dans notre démocratie locale. Ben voilà, on termine sur une note positive. Hein. On est dans l'esprit du forum. Merci, messieurs. Vous allez signer une charte tous les deux. Donc, j'imagine qu'on va nous apporter, si elle est déjà là, le texte de cette charte. Jacques, est-ce que vous pouvez nous en parler de cette charte? C'est une charte qui permet de mettre en avant les grands principes de l'économie positive tels qu'elle s'applique au territoire. Je suis très heureux que François soit le premier à la signer. Nous espérons qu'un très grand nombre d'élus la signent et qu'elle devienne une sorte de trésor commun, indépendamment de la couleur politique, de ceux qui s'intéressent à l'avenir de notre pays et d'abord à l'avenir de ce territoire. Et je suis très heureux que François soit le premier à la signer. Si vous le permettez, nous sûr. travaillons également à la signature et à la préparation d'une convention avec l'Association des maires de France sur tous les objectifs qui seront débattus dans votre journée. Alors, je vais vous laisser rejoindre Ça sera formidable si on le fait au niveau de l'Association des maires de France. Je vous laisse rejoindre le pupitre et Audrey procéder à la signature. Monsieur Barouin, Jacques, je vous invite à signer cette charte.